Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Qui parmi vous ne connaît pas la célèbre affaire de l'éventreur de Whitechapel, celui qu'on appelle Jack l'Éventreur? On le considère comme le premier tueur en série de l'ère contemporaine. Il s'agit également du plus grand mystère criminel de l'histoire. Bon, pour l'occasion, j'ai tenté de me déguiser en ribot de débat quartier. Enfin, en tout cas, j'ai essayé, j'espère que ça le fait. Comme ça, si Jack passe par là, je suis déjà en tenue de combat. Pour info, j'ai trouvé les photos supposées des victimes lorsqu'elles étaient vivantes, mais je préfère vous prévenir, elles sont pas très fiables. Donc je les mettrai quand même sur les 5 photos principales. Il y en a 3 ou 4 qui sont fiables et une autre ou 2 autres du coup qui le sont moins. Donc je vous préviens à l'avance. Et autre point, je vais inclure toutes les photos dans cette vidéo, tout ce que j'ai trouvé, si ce n'est que je vais flouter les 2 photos de 2 victimes, puisque je vais flouter en tout cas le massacre qui a été fait sur elles. Après, si vraiment vous voulez les voir de votre côté, vous pouvez aller les voir. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai décidé de flouter les parties qui ont été fortement mutilées. Bref, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. L'affaire démarre en 1888 en Angleterre, plus précisément dans le quartier de Whitechapel, à l'est de Londres, durant le règne de la reine Victoria. C'est l'une des zones les plus pauvres de la capitale, où se côtoient l'alcoolisme, la violence, la prostitution et bien sûr la saleté. On est dans ce qu'on peut appeler la misère sociale à son paroxysme, avec un taux de mortalité infantile extrêmement élevé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous replacer un peu le contexte historique. À cette époque, l'Angleterre est déjà fortement industrialisée depuis la fin du XVIIIe siècle. L'organisation économique tourne essentiellement autour de l'industrie et du commerce, et non plus autour de l'agriculture. C'est l'un des premiers pays à avoir opéré ce changement, si ce n'est le premier, puisque l'Angleterre est considérée comme le berceau de la révolution industrielle, que ce soit dans le domaine du textile, de la sidérurgie ou du transport. Les grandes villes sont de plus en plus peuplées, puisque les populations rurales se déplacent en milieu urbain afin d'y trouver du travail. Londres, forcément, n'y échappe pas, puisqu'à cette époque, elle est considérée comme la capitale du monde. C'est une ville portuaire très riche et en avance sur ses voisins, lointains ou plus proches. L'Irlande connaît un épisode de famine meurtrier entre 1845 et 1851. On le surnomme de Irish Potato Famine. Il s'agit de l'anéantissement des cultures de pommes de terre sur l'île. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et pointer du doigt les responsables de ce massacre, mais les patates étaient malades, donc impropres à l'alimentation. Et comme il s'agissait de l'alimentation de base d'une grande partie de la paysannerie, il n'y avait plus rien à graille. À tel point qu'une collecte mondiale fut organisée par le pape lui-même. C'est pour vous dire à quel point on a morflé. Ouais, là je suis clairement dans mon personnage. Quoi qu'il en soit, tous ces dons n'empêchèrent pas des familles entières de mourir de faim, ce qui poussa de nombreux Irlandais à immigrer aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, où ils furent assez mal reçus au demeurant, puisque, souvenez-vous, les Irlandais sont catholiques et les Anglais sont anglicans depuis Henri VIII à cause d'une histoire de coucherie un peu hasardeuse. Et bien que Londres fût l'une des villes les plus riches au monde, tous ces émigrés, composés d'Irlandais et d'Européens de l'Est, se retrouvèrent coincés dans les taudis insalubres de Whitechapel, contraints de travailler plus de 10 heures par jour pour des salaires de misère avec pour seul passe-temps l'alcool. Pour ceux qui se souviennent de l'affaire Jane Topane, l'infirmière qui avait tout un tas de projets, hormis celui de soigner ses patients, on est un peu dans le même contexte historique. Pour en revenir à la misère sociale de Whitechapel, un recensement de l'époque qui avait dénombré une 60aine de bordels et un peu plus de 1000 femmes qui se prostituaient occasionnellement ou régulièrement. Les conditions de vie étaient telles que beaucoup de femmes finissaient par vendre leur corps pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs enfants. On pense donc que le chiffre de 1000 femmes est largement sous-estimé. Voilà donc le contexte sordide dans lequel un homme s'apprête à sévir dans l'obscurité des ruelles de Whitechapel.
On est le 31 août 1888 à 3h45 du matin. Un conducteur de char traverse à pied une ruelle de Whitechapel pour se rendre à son travail. Mais dans l'obscurité, il aperçoit au sol une forme. Il s'approche et c'est là qu'il découvre le corps d'une femme recouvert de sang et atrocement mutilée. Peu après, un second homme le rejoint puisqu'il se rend lui aussi à son travail et il découvre à son tour, malgré l'obscurité de la nuit, la scène d'horreur. Quelques minutes après, des policiers arrivent à leur tour sur place puisqu'ils étaient à proximité et en voyant la scène d'horreur, ils vont chercher un médecin afin qu'il puisse établir les premières constatations avant qu'on transporte le corps à la morgue. Alors quand je vous parle de morgue, mettez-vous bien en tête qu'on est au 19e siècle, dans un quartier assez pauvre. Donc quand je vous parlerai de morgue tout au long de l'histoire, mettez-vous en tête qu'en fait il s'agit d'un hangar. D'après le médecin légiste, la victime a été tuée peu avant la découverte de son corps, puisque quand les premières constatations ont été faites, le corps était encore chaud. Elle présente plusieurs ecchymoses au visage, un sous l'œil, un près de la mâchoire. Elle a été étranglée, puis égorgée profondément de gauche à droite, ce qui laisse supposer que le tueur était droitier, forcément, puisqu'il a fait ça. Et elle a également été éventrée. D'après le médecin, une seule arme a été utilisée, longue de 15 cm et très tranchante. Cela dit, malgré la gravité des blessures, les vêtements ne sont pas déchirés ou tachés de sang. Donc on en conclut qu'elle a d'abord été déshabillée ou partiellement déshabillée avant d'être mutilée. Le jour même, la presse fait les gros titres avec cette affaire de meurtre sordide. On était déjà dans le true crime, mais en noir et blanc. Plusieurs personnes se présentent à la morgue afin de voir le visage de la victime, puisqu'il faut l'identifier, et finalement, l'une de ses amies la reconnaît. Il s'agit d'une prostituée de 43 ans, Mary Ann Nichols, surnommée Polly dans le quartier. Mary Ann était mariée depuis une vingtaine d'années et mère de 5 enfants. Elle a quitté son époux en 1880 après avoir découvert qu'il la trompait avec la voisine. Durant 2 années, il lui avait reversé une pension alimentaire, puis l'avait arrêtée sous prétexte qu'elle fréquentait un autre homme. L'affaire avait fini devant les tribunaux, les enfants avaient été confiés à leur père et Mary Ann n'avait plus le droit à sa pension alimentaire. Elle avait vécu un temps chez son père, mais rongée par l'alcoolisme, elle s'était enfuie et était passée de foyer d'accueil en foyer d'accueil avant de finir à la rue et de sombrer dans la marginalité et la prostitution. Une bien triste fin pour cette femme que tout le monde appréciait, elle n'avait aucun ennemi, pas même un proxénète en colère. L'enquête est confiée au service de la MPS, la Metropolitan Police Service, dirigée par Charles Warren. Tout d'abord, il cherche à retracer les derniers moments de Mary Ann. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a passé la soirée dehors. Elle a fait quelques passes, tout l'argent gagné a été dépensé dans un bar, elle est ensuite retournée dans la rue à la recherche de clients pour gagner quelques pièces, histoire de se payer une chambre pour la nuit. L'une de ses amies, Amy, dit l'avoir croisée à Whitechapel à 2h30 du matin alors qu'elle cherchait des clients. Et ça corrobore les déclarations du médecin légiste. Mary Ann a été tuée peu de temps avant la découverte de son corps. Donc elle aurait été tuée entre, mettons, 2h45 et 3h30, puisque le corps a été découvert à 3h45. Si c'est le cas, ça signifie qu'elle a été tuée et mutilée en très peu de temps, mais sur place. Le problème, c'est que dans le quartier, personne n'a entendu ni cri, ni lutte à l'heure supposée de son assassinat. Et en investiguant, les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de faire le lien avec 2 autres meurtres de femmes survenus à Whitechapel quelques mois plus tôt. Dans la nuit du 3 avril 1888, Emma Elizabeth Smith, une prostituée de 45 ans, est agressée par un groupe d'hommes dans une ruelle de Whitechapel. Ils la battent, la violent, lui volent son argent, puis lui insèrent un objet contondant dans le sexe. Elle se rend à l'hôpital pour se faire soigner. Malheureusement, elle meurt de ses blessures le lendemain, puisque l'objet contondant a causé une rupture du péritoine. Avant de mourir, elle a déclaré qu'elle avait été attaquée par 3 hommes, dont un adolescent. L'enquête n'avait jamais permis de les retrouver, si enquête il y a eu, bien sûr. Le 7 août 1888, vers 3h du matin, c'est Martha Tabram, une prostituée de 39 ans, qui est retrouvée morte dans la cage d'escalier d'un immeuble. Elle a reçu 39 coups de couteau, dont certains au bas-ventre. Le corps a été découvert à moitié nu, ce qui laisse supposer qu'elle était en train d'avoir un rapport sexuel
consentie ou non. Là encore, le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Ce qu'il est important de préciser, c'est qu'à l'époque, dans les classes sociales les plus défavorisées, les meurtres de femmes n'étaient pas rares, surtout quand il était question de prostituées. Ça pouvait être un client détraqué, un proxénète en colère, ou un ancien compagnon mécontent d'avoir été quitté. Mais le meurtre de Marianne Nichols, c'était du jamais vu. La pauvre femme avait été atrocement mutilée. Et les journaux, qui sont alors en pleine expansion, exploitent ce fait divers en long, en large et en travers. Les jours passent, la police a priori enquête, mais avant même qu'il n'ait pu dire ouf, une autre femme morte est découverte une semaine après. On est le 8 septembre 1888, il est environ 6 heures du matin. Le résident d'un immeuble de Whitechapel découvre dans la cour de l'immeuble le corps sans vie d'une femme, et là encore, c'est une vraie scène d'horreur. Le visage de la victime est recouvert de sang, elle est complètement éventrée, et ses intestins ont été jetés par-dessus son épaule. Il alerte aussitôt le plus de monde possible dans le voisinage, et là, les gens vont et viennent, puisque chacun veut voir de ses propres yeux la victime atrocement mutilée, comme l'a décrit l'homme qui a découvert le corps. La police arrive peu de temps après, suivie d'un médecin qui procède aux premières constatations. Le corps est ensuite transporté à la morgue afin de procéder à son autopsie. La victime a effectivement été éventrée, mais pas que. Elle a quasiment été décapitée et il manque plusieurs organes à la pelle. En plus des intestins qui ont été arrachés et jetés par-dessus son épaule, son utérus lui a été arraché ainsi qu'une partie de son sexe. Concernant ce point, il est utile de préciser que le corps a été nettoyé par des infirmières avant l'autopsie. Et c'était une erreur clairement de la part des infirmières, puisque les médecins de l'époque interdisaient à quiconque de toucher le corps avant de procéder à l'autopsie. Mais là, il a été nettoyé par erreur. Donc on se pose la question si ces infirmières, en nettoyant le corps, elles n'auraient pas fait tomber ou elles ne se seraient pas débarrassées par erreur de certains des organes. Voilà. D'après le médecin légiste, la cause de la mort serait soit l'étranglement, soit l'asphyxie, et toutes les blessures ont été faites post-mortem, Dieu merci. L'arme utilisée serait un couteau de 15 cm de longueur et extrêmement tranchant. Et concernant l'heure de la mort, il la situe aux alentours de 4h30 du matin, soit 1h30 avant la découverte du corps. Cela dit, il ajoute que, compte tenu de la fraîcheur matinale et du sang perdu par la victime, cette information n'est pas forcément fiable. Toujours est-il que la malheureuse est identifiée le jour même par des amis. Il s'agit d'Annie Chapman, une prostituée de 47 ans qui s'était séparée de son époux quelques années plus tôt et s'était ensuite installée à Londres. Annie avait de la famille, elle avait même 2 enfants, mais après la séparation d'avec son ex-mari, ils étaient restés avec leur père et elle s'était installée dans des foyers qu'elle payait grâce à la pension de son ex-époux, jusqu'à ce qu'il meure en décembre 1886. Annie avait alors commencé à se prostituer et à mener une vie de marginale dans les bas quartiers de Whitechapel. On la surnommait Dark Annie, puisqu'elle était toujours de noir vêtue. Un peu comme moi. Quand la nouvelle paraît dans la presse quelques heures après, c'est l'émoi dans le quartier. Les habitants sont choqués, mais surtout en colère. Une semaine après le meurtre de Marianne Nichols, une autre femme est tuée dans les mêmes conditions. Cela veut-il dire que la police ne fait rien pour les protéger ? Scotland Yard se saisit de l'affaire le jour même et envoie un inspecteur sur place, Frederick Aberline. C'est un homme expérimenté qui connaît très bien le quartier pour y avoir travaillé par le passé. Lorsqu'il feuillette les rapports d'enquête et les comptes rendus d'autopsie des 4 meurtres, Aberline a une intuition. Les meurtres d'Emma Smith et Martha Tabram n'ont aucun lien avec ceux de Marianne Nichols et Annie Chapman. Les 2 premiers semblent constituer des crimes opportunistes, alors que les 2 derniers présentent beaucoup de similitudes. Il s'agit du même mode opératoire. Donc d'après lui, Marianne et Annie ont été tuées par le même individu. L'enquête sur le meurtre d'Annie a permis de reconstituer une chronologie assez précise de ces dernières heures. Elle a rencontré pas mal de monde dans la nuit du 7 septembre. Elle est sortie boire un verre, elle a papoté avec quelques amis rencontrés sur la route. Vers 1h30 du matin, elle se rend à sa pension habituelle afin d'y dormir, mais le logeur la refuse parce qu'elle n'a pas de quoi payer pour la nuit. Elle lui demande alors de lui réserver son lit habituel le temps qu'elle aille gagner quelques pièces. Elle sort de la pension et elle disparaît dans la nuit.
Une passante affirme que vers 5h30 du matin, elle se rendait au marché et elle est passée à proximité de l'immeuble dans lequel a été découvert le corps d'Annie Chapman. Et elle affirme qu'à 5h30 donc, elle a croisé Annie en train de discuter avec un homme. Elle ne l'a pas très bien aperçu, cela dit, il avait la quarantaine, il était brun, mat de peau et il avait une tenue soignée mais pauvre. On suppose qu'il s'agissait du tueur. Le souci dans ce dossier, c'est qu'il y avait énormément de monde à proximité de l'endroit où on a retrouvé le corps d'Annie Chapman, mais personne n'a rien vu ni rien entendu, si ce n'est l'un des habitants de l'immeuble qui dit avoir entendu une femme crier non à 5h20. Pourtant, on est sûr qu'Annie a été tuée dans la cour, donc à l'intérieur de l'immeuble, puisqu'on n'a retrouvé aucune trace de sang qui laissait supposer que le corps avait été traîné à cet endroit. Donc si on se fie au témoignage de la personne qui a entendu crier non, ainsi qu'au témoignage de la femme qui dit avoir aperçu Annie avec un homme discuter à proximité de l'immeuble à 5h30, ça signifie qu'elle a été tuée et mutilée en à peine 20 minutes. Et détail important, la personne qui l'a assassinée a emporté des trophées, puisqu'on n'a pas retrouvé certaines des bagues sans valeur qu'elle portait. Les jours qui suivent, des centaines de personnes sont arrêtées. Des habitants du quartier, bien sûr, réputés pour leur violence, leur goût prononcé pour les prostituées ou au contraire leur aversion à leur égard. Les profils qui intéressent le plus l'inspecteur Aberline, ce sont les barbiers et les bouchers. Les premiers manipulent des armes, les seconds des couteaux. Mais tous les suspects sont relâchés les uns après les autres, faute de preuves, mais surtout grâce à un alibi solide. Et à Londres, tout le monde a une opinion. Le tueur ne peut pas être anglais. Voyons, il est forcément étranger. Tantôt on accuse les Juifs, tantôt les Russes, ou bien les Irlandais. Une rumeur publique circule même selon laquelle le tueur serait en fait un bottier juif polonais du nom de John Pizer, surnommé Tablier de cuir. Il a la réputation de haïr les prostituées et d'être parfois très violent. Il est arrêté, mais on le relâche après avoir vérifié son alibi pour la nuit des meurtres. John Pizer n'a rien à voir dans cette affaire, cela dit, dorénavant, le tueur sera surnommé Tablier de cuir. Pas pour faire référence à John Pizer, mais parce que Tablier de cuir, c'est un petit surnom qui sonne bien et qui fait peur. Le 10 septembre, plusieurs habitants de Whitechapel créent un comité de surveillance, The Whitechapel Vigilance Committee. Le but, c'est de se relayer la nuit pour surveiller les rues du quartier afin de prendre le ou les responsables la main dans le sac. Là, vous l'aurez compris, les habitants sont de moins en moins satisfaits de la police au point de créer eux-mêmes leur propre comité de surveillance. Et l'insatisfaction est telle que des émeutes ne tardent pas à pointer le bout de leur nez. D'ailleurs, de nombreux habitants de Whitechapel font même des marches en direction de Londres, donc en direction des quartiers, on va dire, propres, huppés, afin de montrer leur insatisfaction, puisqu'ils veulent que l'assassin soit arrêté. Et pour l'époque, ces tueries sont tellement sordides que la presse mondiale se fait l'écho de cette affaire. Et ça, c'est pas bon pour Londres, pour l'Angleterre, puisque ça donne une très mauvaise image du pays, ce qui pousse la reine Victoria elle-même à demander que l'enquête donne des résultats concluants. Mais les jours passent, personne n'est arrêté et aucun nouveau meurtre. Jusqu'à cet événement troublant du 27 septembre, soit environ 3 semaines après le meurtre d'Annie Chapman. L'agence de presse londonienne Central News reçoit une lettre que je vais vous lire. Cher patron, je n'arrête pas d'entendre que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait les intéressants en disant être sur la bonne piste. Cette histoire sur le tablier de cuir n'est qu'une vaste blague. J'en ai après les prostituées et je ne cesserai de les éventrer jusqu'à ce qu'on m'arrête. Du grand travail, ma dernière opération. Je n'ai pas laissé le temps à la dame de Queenie. Comment peuvent-ils m'attraper maintenant? J'aime mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi avec mes petits jeux amusants. J'ai gardé un peu de liquide rouge dans une bouteille de bière au gingembre lors de mon dernier travail pour écrire. Mais c'est devenu épais comme de la colle et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire. J'espère. Pour mon prochain travail, je couperai les oreilles de la dame et les enverrai aux policiers, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude jusqu'à ce que je travaille un peu plus, puis diffusez-la directement. Mon couteau est si bien aiguisé que j'ai envie de l'utiliser tout de suite si l'occasion se présente.
Bonne chance. Sincèrement votre, signé Jack l'Éventreur, Jack the Ripper. Ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom. PS, je n'ai pas pu poster ceci avant de me débarrasser de toute l'encre rouge sur mes mains. C'est pas de chance. Ils disent que je suis médecin maintenant. Il doit sans doute faire référence aux traces rouges laissées sur l'enveloppe. De là vient le fameux surnom Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. Au départ, on a pensé qu'il s'agissait d'une lettre écrite par un plaisantin puisque les jours et les semaines précédentes, d'autres missives un peu fantasques avaient été envoyées au commissariat de police. Cela dit, l'agence de presse envoie quand même la lettre à Scotland Yard afin de la faire analyser, puisque si c'est vraiment le tueur qui l'a écrite, ça pourrait permettre qu'on l'arrête avant qu'il ne sévisse de nouveau. Mais le 30 septembre, les habitants de Londres apprennent avec horreur qu'on n'a pas seulement retrouvé un, mais 2 corps de femmes atrocement mutilés dans les rues de Whitechapel. La première se nomme Elizabeth Gustafsdotter Stride. C'est une prostituée suédoise de 44 ans qui avait émigré en Angleterre en 1866. Elle se prostituait en Suède depuis l'âge de 21 ans après avoir eu un enfant hors mariage. À cette époque, avoir un enfant dans ces conditions, eh bien ça vous marginalisait un peu. Sa fille n'avait pas survécu, cela dit. Elisabeth avait donc commencé à se prostituer pour subvenir à ses besoins avant de s'installer à Londres. Elle s'était mariée en 1869 avec un certain John Thomas Stride. Ensemble, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont vécu convenablement jusqu'en 1881. C'est à ce moment-là, vraisemblablement, qu'ils se séparent et qu'Elisabeth s'installe à Whitechapel et sombre dans l'alcoolisme et la prostitution. Ce que l'on sait de ces dernières heures, c'est que dans l'après-midi du 29 septembre 1888, elle a fait le ménage dans un pensionnat pour gagner quelques pièces. Elle s'est ensuite baladée à Whitechapel, elle a croisé quelques amis et elle est partie, semble-t-il, à la recherche de clients potentiels. Plusieurs témoins affirment l'avoir aperçue entre 23h et minuit 45 devant un pub en compagnie d'un homme. Il ne mesurait pas plus d'1,70 m et il avait une allure plutôt soignée. Certains des témoins disent qu'il avait un chapeau melon, d'autres disent qu'il s'agissait en fait d'une casquette de marin. Cela dit, leurs déclarations s'accordent sur 4 points. Il s'agissait d'un homme qui avait une apparence soignée et qui n'était pas très grand. Il avait la trentaine et aucun accent. Donc a priori, il s'agit d'un Anglais. À 1h du matin, un marchand ambulant découvre le corps sans vie et recouvert de sang d'Elisabeth dans une ruelle sombre. La police est aussitôt prévenue et arrive sur place au bout de quelques minutes, et malgré l'heure tardive, le quartier est très rapidement au courant qu'un autre corps a été découvert. D'après les premières constatations du médecin qui se rend sur place, Elisabeth a été tuée peu avant la découverte de son corps, puisque il est encore chaud. Elle a été égorgée de la gauche vers la droite, ce qui est la cause de la mort, contrairement aux précédentes victimes qui avaient été soit étranglées, soit étouffées. Et là encore, contrairement aux autres victimes, elle n'a subi aucune mutilation. Il ajoute que l'arme qui a été utilisée mesure environ 15 cm de longueur et est extrêmement tranchante. Et tandis que la foule continue de s'amasser autour de la dépouille, un autre corps est retrouvé au même moment à quelques rues à l'ouest. Un agent de police fait sa ronde habituelle à Whitechapel quand à 1h45 du matin, il tombe sur le corps sans vie et recouvert de sang d'une femme dans une petite place nommée Mitre Square. La seconde victime se nomme Catherine Eddowes. C'était une femme de 46 ans qui avait sombré dans la marginalité depuis la séparation avec son ex-compagnon en 1881. Ils avaient vécu ensemble durant 20 ans sans se marier. Ils avaient même eu 3 enfants, leur vie était convenable. Ils ne vivaient pas dans l'extrême pauvreté, mais Catherine avait de gros problèmes d'alcoolisme, ce qui avait conduit son ex à la quitter et ses enfants à s'éloigner d'elle. Elle avait ensuite rencontré un Irlandais, un certain John Cayley, qui était devenu son compagnon officiel. C'était donc pas étonnant qu'elle soit connue à Whitechapel sous le nom de Catherine Kelly, puisque même si elle et son compagnon n'étaient pas mariés, les femmes prenaient le nom de famille de leur compagnon à l'époque dans les classes populaires. D'après ses amis et sa famille, Catherine, c'était une femme agréable et très intelligente qui malheureusement s'était laissée happer par l'alcool. Cela dit, ils insistent sur un point, ce n'était pas une prostituée. La police pense au contraire que Catherine se prostituait occasionnellement quand elle avait besoin de quelques pièces. Ce que l'on sait de ces derniers moments, pour le coup, est assez fiable, puisqu'on a un rapport de police qui indique que le 29 septembre à 20h30, elle a été arrêtée et mise en cellule pour état d'ébriété.
Elle a passé quelques heures au poste, puis elle a été relâchée à minuit 30 après avoir décuvé. L'agent de police dit qu'il l'a vue sortir, mais se dirigeait dans la direction opposée de celle où se situe le dortoir où elle dort habituellement. Quelques témoins disent l'avoir aperçue à 1h30 en compagnie d'un homme près de l'endroit où elle a été retrouvée morte. Il avait la trentaine, les cheveux poivre et sel, il mesurait environ 1,80 m et il semblait propre sur lui. Il pourrait s'agir d'un marin. Le problème avec ces témoignages, c'est que s'il s'agit bien de Catherine et de son assassin, ça signifie qu'elle a été tuée et mutilée en moins de 15 minutes puisque le corps a été découvert à 1h45. Ça paraît peu probable compte tenu de toutes les mutilations qu'elle a subies et je vais vous en parler à présent. D'après le médecin légiste, elle a été égorgée de la gauche vers la droite. La lame mesure environ 15 cm et est très tranchante. Elle a été éventrée et ses intestins ont été arrachés et jetés par-dessus son épaule. Son visage présente également de nombreuses mutilations puisque des morceaux de peau ont été arrachés de ses joues et de ses paupières. En outre, son utérus et son rein ont été arrachés et emportés. Et point très important, son oreille droite a été mutilée, comme ce qui a été supposément écrit par Jake l'éventreur dans la lettre envoyée à Central News. D'après le médecin légiste, celui qui a mutilé le corps de Catherine Eddowes connaît parfaitement l'anatomie humaine. Il ajoute cependant que les découpes sont moins régulières que celles qui ont été faites sur les victimes précédentes. Et pour ce meurtre, contrairement aux autres, on a un indice. On découvre qu'un morceau du tablier de Catherine a été déchiré. Et un policier qui faisait sa ronde à l'est de Whitechapel l'a retrouvé ensanglanté devant la porte d'un sous-sol. Et juste au-dessus du morceau de tissu, sur un mur, il y a écrit « Les Juifs sont les hommes qui ne seront pas blâmés pour rien ». Point important, le mot juif est mal orthographié. Au lieu que ce soit écrit Jewish, c'est écrit Jewess, J-U-W-E-S. C'est comme si, pour vous donner un équivalent français, au lieu d'écrire juif, J-U-I-F-S, j'écrivais juef, J-U-E-P-H-S. Ok ? Donc on suppose que ce mot signifie juif, mais qu'il a mal été orthographié. Donc là, déjà, on peut relever 2 points. Le premier, c'est que le tueur s'est dirigé à l'est de Whitechapel après le meurtre. On suppose donc qu'il y vit. Le second point concerne l'inscription au mur. Si c'est vraiment le tueur qui l'a écrite, ça signifie qu'il a fait une faute d'orthographe assez grossière, donc qu'il n'a pas fait beaucoup d'études. Mais en même temps, toute la phrase a été correctement écrite, sauf ce mot. Donc, est-ce que c'est vraiment ce mot-là qu'il voulait écrire, ou est-ce que ce terme « Jewess » signifie autre chose? Quoi qu'il en soit, le chef de la police, Charles Warren, demande à ce que le graffiti soit aussitôt effacé avant l'arrivée des habitants pour éviter toute émeute dans le quartier. D'autant que lorsque la nouvelle des meurtres d'Elizabeth et de Catherine fait le tour de Whitechapel, la population qui jusque-là était agitée se déchaîne. 2 meurtres dans la même nuit, à quelques rues l'une de l'autre. Mais que fait la police? Que fait Scotland Yard? L'inspecteur Aberline continue d'enquêter, mais il faut dire que jusque-là, les preuves sont assez minces. Le suspect, par exemple. On s'accorde à dire que c'est un homme qui n'est pas très grand, qui est moustachu, qui semble assez propre sur lui et qui aurait la trentaine, début de quarantaine. Cette description ressemble littéralement à des milliers de personnes. Idem pour son présumé métier. On a pensé qu'il s'agissait soit d'un barbier, soit d'un boucher. Tous ceux qui exercent à Whitechapel ont été interrogés et ensuite écartés de la liste des suspects, puisque pour la nuit des meurtres, ils avaient un alibi. Et puis on repense à la lettre qui a été envoyée à l'agence de presse et signée Jack l'éventreur. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'un canular. Pourtant, la dernière victime a effectivement été mutilée à l'oreille. Cette lettre aurait vraiment été écrite par le tueur alors? Le 1er octobre, soit le lendemain de la découverte des 2 corps, l'agence de presse Central News reçoit cette fois-ci une carte postale ensanglantée. Comme je vous l'ai dit, la police et l'agence de presse recevaient des centaines de lettres qui étaient quasiment tous des canulars, mais celle-ci a attiré leur attention. Je vais vous la lire. « Je ne plaisantais pas, cher vieil ami, quand je vous avais donné le tuyau. Vous entendrez parler du travail de Saucy Jake demain. Évidemment double cette fois-ci.
La première couina un peu. Je n'ai pas pu terminer d'emblée. Je n'ai pas eu le temps de couper les oreilles pour la police. Merci d'avoir gardé la dernière lettre jusqu'à ce que je retourne au travail encore. Jack l'Éventreur. La police fait aussitôt publier ces lettres par les journaux afin de demander l'aide du public. Quiconque reconnaît cette écriture est prié de se manifester. Des agents de police font même du porte-à-porte afin de montrer les copies des lettres pour solliciter l'aide des habitants, leur demander s'ils reconnaissent l'écriture. Non, personne ne sait à qui elle appartient. Jack l'Éventreur agit dans l'obscurité et en toute impunité. En plus de terroriser les habitants de Whitechapel, il nargue la police. Mais pas que, puisque le 16 octobre, soit 2 semaines après les 2 derniers meurtres, George Lusk, le chef du comité de vigilance de Whitechapel, reçoit à son tour une lettre et un bocal contenant ce qui ressemble à un rein humain. La lettre dit ceci. « From hell, depuis l'enfer. Monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme conservé pour vous. L'autre partie, je l'ai frite puis mangée. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qui l'a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé, attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur Lusk. » Au départ, George Lusk n'a pas pris cette lettre au sérieux. Il pensait qu'il s'agissait d'une blague faite par des étudiants en médecine, mais sous la pression de ses amis, il finit par en parler à la police. Les jours, les semaines passent, et toujours aucune piste, mais surtout aucun nouveau meurtre. On pense alors que la série noire est finie. Mais un peu plus d'1 mois après le double meurtre du 30 septembre, un 5e corps est découvert, et cette fois, l'horreur est à son paroxysme. On est le 9 novembre, il est 10h45 du matin. Thomas, un collecteur de loyers, se rend à l'appartement d'une des locataires d'un immeuble afin de prélever le loyer. Il frappe à la porte, personne ne répond. L'appartement est situé en rez-de-chaussée, donc il se dirige vers la fenêtre afin de vérifier à l'intérieur si la locataire s'y trouve. Et là, sur le lit, il aperçoit le corps atrocement mutilé de Mary Jane Kelly, une jeune prostituée irlandaise de 25 ans. Mary Jane Kelly était connue dans tout Whitechapel. C'était une très belle femme d'1,80 m qui était toujours entourée d'amis. On dit d'elle que c'était une personne agréable et appréciée de tous. Ce que l'on sait de sa jeunesse, c'est qu'elle a immigré très tôt en Angleterre avec sa famille. Elle s'est mariée à l'âge de 16 ans, mais son époux est mort 3 ans après, la laissant veuve à l'âge de 20 ans à peine. Après ça, il semblerait que Mary Kelly ait rompu les liens avec sa famille pour se prostituer. Au départ, dans une maison close plutôt prestigieuse, dirigée par une Française, puis à Whitechapel. Elle vivait en ménage dans une petite chambre avec un certain Joseph Barnett depuis avril 1887. On sait qu'elle a cessé de se prostituer à cette période, mais l'année suivante, elle reprend la prostitution à cause des problèmes d'argent qu'il rencontre. Ce que son compagnon vit très mal, d'autant que Mary Kelly accueille régulièrement d'autres prostituées dans leur chambre pour leur éviter de passer la nuit dehors. Joseph quitte définitivement leur domicile le 30 octobre, mais il continue de rendre visite à Mary Kelly tous les soirs afin de passer du temps avec elle, mais surtout pour la convaincre d'arrêter de se prostituer. Tous les voisins de l'immeuble déclarent qu'ils l'aimaient sincèrement et qu'ils voulaient la protéger. D'ailleurs, le 8 novembre, soit la veille de son meurtre, il est passé la voir à 19 h, puis il est reparti à 19h45. Et les voisins sont formels, ils ne se sont pas disputés, tout semblait aller bien entre eux. Après ça, les différents témoignages permettent plus ou moins de reconstituer ces dernières heures. Sa voisine l'a vu entrer dans sa chambre avec un client à minuit. Puis l'un de ses voisins la croise à 2 h du matin dans une rue commerçante de Whitechapel. Elle lui demande de l'argent, il n'en a pas. C'est à ce moment-là qu'un client prend Mary Kelly par l'épaule et qu'ils se dirigent ensemble en direction de son immeuble, donc de sa chambre. D'après le voisin, il n'était pas très grand, il avait la quarantaine et il était plutôt propre sur lui. Vers 4 h du matin, plusieurs voisins de Mary Kelly disent avoir entendu une femme crier au meurtre. Mais personne n'a réagi puisqu'ils pensaient qu'il s'agissait d'une scène de couple ordinaire. On suppose donc que c'est à ce moment précis que Mary Kelly a été tuée. Mais comme je vous l'ai dit, c'est seulement à 10h45 que son corps a été découvert par le collecteur de loyer. D'après le médecin légiste, la totalité de la surface de l'abdomen et des cuisses a été enlevée. Et la cavité abdominale a été vidée de ses viscères.
Les seins ont été coupés, les bras mutilés à plusieurs endroits et le visage tailladé sur toute la surface. Plusieurs de ses organes ont été retirés et placés à proximité du corps, sauf le cœur qui a été emporté. Elle a également été égorgée profondément et là encore, on estime que le couteau utilisé mesurait 15 cm de longueur et était très tranchant. De nombreux médecins ont tenté de déterminer l'heure de la mort, mais ça n'a pas été possible puisque d'une part le corps a été découvert à 10h45 et d'autre part il était dans un tel état que ça a été très compliqué. Donc on estime qu'elle a été tuée aux alentours de 4h du matin, ce qui correspond avec le cri entendu dans l'immeuble. Ça signifie que le tueur a eu tout le temps nécessaire pour commettre cette boucherie puisqu'il était protégé par les 4 murs de la chambre. Et malheureusement, là encore, comme pour les autres meurtres, on n'a aucune piste solide. Dès le lendemain, les services de police déploient 140 policiers supplémentaires à Whitechapel pour surveiller les rues. Certains des agents sont en civil. Et fait plutôt rare à l'époque, la reine Victoria promet la clémence au présumé complice du meurtrier s'il le dénonce. Ce meurtre est considéré comme le 5e attribuable à Jack l'Éventreur. Tout d'abord Mary Ann Nichols, puis Annie Chapman, ensuite Elizabeth Stride et Catherine Eddowes, et enfin Mary Jane Kelly. Mais il est vrai que le meurtre de Mary Jane a beaucoup ému les habitants de Whitechapel puisque il s'agissait d'une jeune femme de 25 ans, extrêmement belle, qui était beaucoup appréciée pour sa gentillesse et pour sa douceur. Et puis les circonstances de son meurtre, comme je vous l'ai dit, c'était l'horreur à son paroxysme. Elle a été mutilée comme aucun des autres corps ne l'avait été jusqu'à présent. On lui a retiré des morceaux de son anatomie, de son corps. Elle a eu le visage totalement tailladé. Aucune des autres femmes n'avait subi ça jusqu'à présent. Donc on se demandait jusqu'où irait cet assassin, quelle serait la prochaine étape. Mais étrangement, après le 9 novembre et la découverte du corps de Mary Jane, les meurtres cessent subitement. Les jours, les semaines passent, aucune prostituée n'est retrouvée égorgée ou mutilée à Whitechapel. Mais tout le monde retient son souffle. Après tout, Mary Jane avait été assassinée plus d'1 mois après Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. L'année 1889 débute, aucun nouveau meurtre. Mais le 17 juillet 1889, coup de théâtre. Alice Mackenzie, une prostituée de 40 ans, est retrouvée égorgée dans une ruelle de Whitechapel. Tout de suite, c'est la panique. Il est revenu. Mais quand le corps est autopsié, le médecin légiste et l'inspecteur Aberline affirment qu'il ne s'agit que d'une piètre imitation des meurtres de Jack l'Éventreur. On a tenté de faire croire vraisemblablement que la pauvre Alice avait été assassinée par Jack l'Éventreur afin de brouiller les pistes. C'est malin, on va dire, d'autant que son meurtrier n'a jamais été retrouvé. Mais ce qui est troublant, c'est qu'à la même période à Londres, il semble y avoir eu un second tueur en série, The Torso Killer. Il démembrait ses victimes, d'où ce joyeux surnom. Quand le torse d'une femme a été retrouvé en septembre 1889, on a d'abord pensé à Jack l'Éventreur. Mais le mode opératoire n'avait absolument rien à voir. Pour les enquêteurs, 2 tueurs auraient sévi à la même période à Londres, mais dans 2 zones différentes. Dans le cas de Jack l'Éventreur, on estime que le dernier meurtre commis à Londres, tout du moins, serait celui de Mary Jane Kelly le 9 novembre 1888. Ce qui ne signifie pas que la police et Scotland Yard ont arrêté d'enquêter. Au contraire, leur liste de suspects, bien que basée sur des rumeurs, était très longue, aussi longue que mes phrases. Et parmi tous ces suspects, je vais vous donner quelques noms qui sont très souvent ressortis. Il y a un certain Montag Druitt. Il était avocat et également directeur adjoint d'une école. En novembre 1888, il a été viré pour des raisons obscures. Certains soupçonnent qu'il était homosexuel et qu'on l'aurait découvert à l'école, d'où son renvoi. Mais ses antécédents familiaux laissent plutôt penser qu'il avait de gros soucis psychiatriques. Le 31 décembre 1888, il se tue en se jetant dans la Tamise. Et après sa mort, la série noire a cessé. Sur la base de cet élément, on a considéré qu'il pouvait être coupable. Mais d'après l'inspecteur Aberline, Montag Druitt ne peut pas être considéré comme suspect uniquement parce qu'après son suicide, les meurtres ont supposément cessé. Disons que c'est un peu mince comme indice.
L'inspecteur Aberline avait plusieurs théories. Parmi celles-ci, il était convaincu que Jack l'Éventreur était en fait un barbier de Whitechapel, un certain Severin Klosowski. C'est un Polonais qui avait 23 ans au moment des meurtres. Il se faisait appeler George Chapman et était père de 2 enfants. Severin, alias George, a été arrêté en 1903 pour le meurtre de ses 3 épouses successives qu'il avait empoisonnées. Lors de son arrestation, l'inspecteur Aberline a tout de suite pensé qu'il s'agissait de Jack l'Éventreur pour plusieurs raisons. Severin habitait le quartier, il était barbier et il tuait des femmes. Mais le mode opératoire est radicalement différent. Toujours est-il que Severin a été pendu en avril 1903 pour le meurtre de ses 3 épouses sans qu'on ne l'ait jamais officiellement accusé d'être Jack l'Éventreur. Parmi les suspects, il y a également un autre barbier polonais de Whitechapel, un certain Aaron Kosminski. Il avait la vingtaine et il était atteint de sérieux troubles mentaux. Un témoin affirme l'avoir vu en compagnie de l'une des victimes peu avant la découverte de son corps, mais il s'est ensuite rétracté puisqu'il était juif comme Aaron et que, d'après les écrits de la police, il ne voulait pas dénoncer un autre juif. Bref, Aaron avait été arrêté puis relâché, faute de preuves. En 1891, il avait été admis en hôpital psychiatrique à cause de ses troubles mentaux et de ses accès de violence. Et jusqu'à sa mort en 1919, il n'a jamais eu que 2 épisodes de comportement violent. Cela dit, les méthodes de l'époque en hôpitaux psychiatriques étaient assez radicales. Ce dont on est sûr le concernant, c'est que la police et Scotland Yard le soupçonnaient fortement et que les meurtres ont cessé après son internement. Mais la liste des suspects n'est pas finie. Parmi eux, il n'y avait nul autre que l'homme soupçonné d'être le complice du meurtrier d'Abraham Lincoln. Rien que ça. Francis Tumblety était un charlatan américain de 43 ans qui se faisait passer pour un médecin afin de vendre des élixirs. En 1888, il vit temporairement à Londres. Il est arrêté pour homosexualité et s'enfuit en France, puis aux États-Unis pour échapper à son procès. La police l'avait sur sa liste des suspects, mais il n'a jamais pu être extradé en Angleterre. Cela dit, l'inspecteur Aberline a également pensé à l'époque que Jack l'Éventreur pouvait en fait être une femme. Ce qui expliquerait que les victimes aient suivi cette personne alors qu'elles savaient qu'un tueur rôdait dans les rues. Dans leur tête, le danger venait d'un homme et non pas d'une femme. Bon, la liste des suspects est bien plus longue que ça. Là, je vous ai cité que quelques noms qui sont régulièrement repris. Mais il y a eu une rumeur à Whitechapel, une rumeur selon laquelle Jack l'Éventreur était peut-être en fait un homme de la haute société. Après tout, les descriptions fournies par les différents témoins se rejoignent sur un point. L'homme semblait propre sur lui. Il n'était pas richement habillé, mais il semblait propre, ce qui peut paraître étonnant compte tenu des conditions de vie à Whitechapel. Et les lettres qu'on le soupçonne d'avoir envoyées à l'agence de presse et à la police confortent un peu cette idée. L'écriture est régulière, presque élégante. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'un médecin ou d'un chirurgien qui aurait tué et mutilé ces pauvres femmes afin de prélever leurs organes pour des recherches médicales? On peut citer par exemple Sir William Whitteagle, l'un des médecins de la reine. D'après certaines rumeurs, Sir Gull aurait tué des prostituées de Whitechapel pour éviter un scandale d'État. Il cherchait par tous les moyens à cacher l'existence d'un enfant qu'un membre de la famille royale aurait eu avec une prostituée. Il s'agit d'une théorie qui, a priori, ne s'appuie sur aucune preuve tangible. Cela dit, on a longtemps pensé que Jake était forcément médecin ou au moins étudiant en médecine, tant ses connaissances de l'anatomie humaine étaient pointues comme la lame de son couteau. Ça reste une théorie parmi tant d'autres. Et pour expliquer la raison pour laquelle il a cessé de tuer des prostituées à Whitechapel, on a plusieurs raisons possibles. Il est peut-être mort après avoir tué Mary Jane Kelly, il a peut-être été interné en hôpital psychiatrique, ou alors il aurait possiblement émigré dans un autre pays. Cela dit, les années suivantes, d'autres prostituées ont été assassinées à Whitechapel. Mais le mode opératoire ne ressemblait pas du tout à celui de Jack l'Éventreur. Donc on a tendance à lui imputer uniquement ces 5 meurtres, les 5 canoniques, comme on les appelle. Concernant les lettres qu'on avait jusque-là attribuées à Jack l'Éventreur, tout à l'heure je vous ai expliqué que l'agence de presse et la police recevaient tout un tas de lettres
qui pour la plupart étaient des canulars. Il s'avère qu'une enquête de l'époque avait permis de savoir que même les lettres que l'on attribue à Jack l'Éventreur étaient possiblement des lettres écrites par des journalistes qui souhaitaient relancer les ventes de leurs journaux. Ce n'est qu'en 1913 qu'on obtient la confirmation que les 2 premières lettres ont en fait été écrites par 2 journalistes du journal The Star afin de maintenir le sensationnalisme autour de l'affaire. Cela dit, même si le matraquage médiatique autour de toute cette affaire n'a pas permis de mettre la main sur le ou les tueurs, il a néanmoins permis de mettre la lumière sur les conditions de vie des habitants de Whitechapel, les taudis, la prostitution, la violence, la mortalité infantile, ce qui donna lieu à d'importantes réformes sociales dans les quartiers pauvres de Londres. À ce jour, celui que l'on continue d'appeler Jack l'Éventreur fait toujours autant parler. Beaucoup spéculent sur son identité et tentent de percer le mystère, qu'il soit écrivain, historien ou ancien détective. En 2014, par exemple, le châle retrouvé à proximité de Catherine Eddowes, la 4e victime, a été analysé. De l'ADN a été extrait et il s'agirait de celui d'Aaron Kosminski. Ces résultats ont été remis en question par de nombreux experts qui estiment que les résultats ne sont pas fiables. Cela dit, même si son ADN est effectivement présent sur le châle, cela ne permet pas d'en faire le coupable. Il aurait simplement pu être un client. Mais les meurtres ont effectivement cessé après son internement. Les théories restent nombreuses. Aujourd'hui encore, son ombre continue de hanter chaque ruelle de Whitechapel, aux côtés de ses victimes, connues ou non. Il traqua, tua et mutila durant l'année 1888, puis il disparut dans la nuit, comme si, finalement, il n'avait jamais existé. Bon, et bien écoutez, si vous en êtes à cette partie, c'est que vous avez regardé toute l'affaire et j'en suis terriblement contente. Je vous avoue que là, je suis complètement asséchée. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense qu'elle va être quand même assez longue. Que vous dire, si ce n'est que c'est l'une des affaires les plus intéressantes que j'ai faites. Ça m'a beaucoup fait penser à mon état d'esprit quand je faisais l'affaire Jane Topane, puisque ça se passe durant la même période, avec un contexte historique plus ou moins similaire, même si Jane Topane, on est aux États-Unis, là on est en Angleterre. J'ai trop apprécié et j'espère que vous avez également apprécié cette affaire. J'ai, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, essayé de me déguiser en Ribaud de Desbarres-Cartier. J'espère que ça le fait, parce que je voulais vous faire un petit truc un peu qu'on se plonge bien dans l'affaire. Sinon, concernant ma théorie, puisque vous vous doutez bien qu'en faisant mes recherches, je me suis fait une théorie, je pense, après avoir lu tout ça, en tout cas c'est par rapport à mes recherches là que je me fais une idée. Donc peut-être que vous ferez une autre idée, c'est fort probable, et j'espère lire sous ma vidéo tout un tas de théories, parce que vraiment cette affaire, elle est trop passionnante. Bref, ma théorie à moi, c'est que c'est effectivement Aaron Kosminski le coupable. Il y a trop de trucs en fait qui pointent sur lui, et je vais même vous dire un truc, je pense que quand il a été interné en HP en 1891, à mon avis, c'est la police, voire Scotland Yard, qui a décidé de son internement puisqu'ils avaient découvert son identité. Et je pense que compte tenu des tensions de l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de tensions interethniques à l'époque, je pense qu'on voulait éviter de créer des tensions envers les populations juives. Donc à mon avis, ils se sont dit, on va l'envoyer en HP sans dire que c'était lui pour éviter de créer des problèmes. Et bizarrement, effectivement, après son internement, plus de meurtres. Donc je pense que c'est effectivement Aaron Kosminski. Donc la police a fait le taf. Bon, est-ce qu'ils ont été suffisamment réactifs ou pas réactifs? Je ne sais pas. En même temps, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Ils n'avaient pas tout ce que nous, on a actuellement quand il est question de rechercher le responsable d'un crime. Donc voilà ma petite théorie. Et puis d'un autre côté, je me dis que s'il était parmi les premiers suspects dans la liste des suspects de la police et de Scotland Yard, il y avait bien une raison. Et j'ai vu quelques photos d'Aaron Kosminski. Sur le peu qu'on voit, parce qu'on voit pas grand chose, mais sur le peu qu'on voit, déjà il a l'air d'être propre sur lui, et il a pas l'air très grand. En tout cas, on voit que le haut de son corps, mais ça donne un peu une idée de son gabarit. Il a pas l'air très grand, donc je me dis
que ça correspond à la description de l'époque. Mais puis l'histoire du châle, même si effectivement l'histoire du châle en soi, c'est pas parce qu'on retrouve son ADN sur le châle que c'est lui le meurtrier, mais en fait je pense que c'est plutôt le fait qu'il y ait tous ces éléments mis bout à bout. Comme par hasard, c'est l'ADN d'Aaron Kosminski qu'on retrouve sur le châle, alors même qu'il était le suspect numéro 1 et que peu après il a été interné en psychiatrie. Je sais pas si vous voyez mon raisonnement. Genre ça aurait été une autre personne de Whitechapel dont on aurait retrouvé l'ADN, je me serais dit, bah oui, bah c'était un client potentiel, ça en fait pas un meurtrier. Mais là, c'est bizarre quand même que, comme par hasard, suspect numéro 1, c'est son ADN sur le châle. Ouais, enfin bon, vous n'hésitez pas à mettre en barre de commentaires vos théories. Comme je suis tellement pressée de voir vous ce que vous en pensez, et je suis persuadée que tout un tas de gens qui me regardent maintenant ont déjà une théorie sur cette affaire, que vous avez déjà regardé tout un tas d'autres documentaires et que vous avez déjà votre théorie sur l'affaire. Donc n'hésitez pas à me le mettre en barre des commentaires, j'ai trop hâte. Ah oui, avant de couper, je voulais juste vous dire en fait que Jack l'Éventreur, moi j'ai appris son existence quand j'étais gamine dans un film qui est mon film préféré de tous les temps, que genre j'ai vu peut-être 200 ou... Bah, je vais pas faire la forceuse, mais une centaine de fois au bas mot depuis que je suis gamine. C'est mon film préféré et vous comprendrez certainement pas si certains d'entre vous le connaissent ou l'ont déjà vu, mais mon film préféré c'est Waxwork, je vous le mets là ou là pour vous faire un petit résumé très rapide. En fait c'est un musée. Voilà, un musée de cire. Dedans, il y a des représentations de cire. Donc, c'est des sortes de tableaux de cire représentant des scènes avec des tueurs à travers le temps et des personnages particulièrement affreux comme le marquis de Sade. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, l'un des plus grands écrivains. En tout cas, il avait une très belle plume. Sans parler bien évidemment du contenu de ses œuvres, mais il avait une très belle plume. Mais dans Waxwork, on a donc le marquis de Sade, on a un alien, on a tout un tas de trucs en fait qui sont considérés comme les personnages les plus horribles de tous les temps. Et en fait, quand vous vous approchez un peu trop de ce tableau de cire, vous rentrez dans la scène, vous la vivez, vous en devenez la victime et vous mourrez quoi. Et votre âme appartient au tableau de cire. Voilà, votre âme appartient au tableau de cire. On a également l'homme invisible, le loup-garou. Enfin bref, on a tout un tas de trucs. Et dedans, il y a effectivement un tableau avec Jack l'Éventreur. Donc c'est comme ça, quand j'étais gamine, que j'ai su qui était Jack l'Éventreur. Même si dans le film, on n'a pas une scène avec Jack l'Éventreur, mais en tout cas, on le voit. Ok ? Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais en fait je voulais juste vous parler de mon film préféré qui est Waxwork. Et comment je l'assume tellement, c'est un film de 1988, c'est Anthony Hickox. Oh mon dieu, ce film, d'ailleurs là je vais couper, je vais aller le regarder encore une fois parce que c'est mon film préféré de tous les temps. Et franchement, je veux pas vous inciter à aller le regarder parce que je sais que certains seront déçus vu que c'est hyper kitsch et vintage, mais il est trop bien. Voilà, je pense que j'en ai fini de vous raconter ma life. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de me mettre en barre des commentaires vos opinions, vos théories. En tout cas, sachez que ça a été un plaisir cette affaire et j'aimerais tellement, si je vois que cette affaire-là vous a grave intéressé, je relancerai en fait pour une autre affaire de ce type, une affaire ancienne avec... une affaire longue et ancienne comme Jane Toppan. Jane Toppan, j'ai vu qu'elle vous avait beaucoup intéressé, donc je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir parce que ça m'intéresse trop. Et puis je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis fracassée, mais comme jamais. Je crois que j'ai jamais autant parlé de ma vie. Vraiment, là, je suis en PLS. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.